Il existe dans le silence du temps des ombres qui nous échappent. Sous les pierres, au fond des océans, dans les lignes oubliées de la mémoire terrestre, il reste peut-être des traces effacées, des échos d'un monde qui n'était pas le nôtre. L'histoire telle que nous la connaissons semble linéaire, fragile, mais que se passerait-il si une autre humanité ou quelque chose qui lui ressemblait avait marché avant nous? Des civilisations effondrées sans témoin, des savoirs disparus avant d'être nommés, des architectures englouties, effacées par la glace, par le feu ou par le sable. Peut-être ne sommes-nous pas les premiers à chercher des réponses dans le ciel et à bâtir nos rêves dans la pierre. Ce que nous appelons origine pourrait n'être qu'un recommencement. Et si derrière notre monde, une autre mémoire attendait d'être réveillée? Il existe des fissures dans le récit du temps, des interstices discrets où s'échappent les certitudes, comme si notre histoire, patiemment assemblée par l'archéologie et la science, laissait parfois filtrer des éclats venus d'ailleurs. Ces éclats sont fragiles, difficiles à saisir, une pierre trop ancienne, un motif qui ne devrait pas exister, une carte tracée avant que les continents ne soient cartographiés. Ce sont des fragments, des murmures presque imperceptibles, qui semblent défier l'ordre chronologique que nous pensions solide. Lorsque l'on observe de près l'évolution de notre espèce, tout paraît ordonné. Une lente ascension depuis les premiers outils de pierre jusqu'aux civilisations agricoles, puis aux villes, puis aux empires. Pourtant, certains indices de troublants laissent penser que la ligne n'est pas aussi droite. Dans le sol, enfoui à des profondeurs impossibles, on découvre parfois des artefacts qui semblent trop sophistiqués pour leur époque. Les géologues les appellent « objets hors de leur temps », et chacun d'eux, bien que contesté, ouvre une brèche dans notre compréhension du passé. On raconte par exemple qu'au XIXe siècle, des mineurs du Massachusetts auraient extrait, d'une veine de charbon vieille de centaines de millions d'années, une cruche métallique incrustée dans la roche. L'histoire est difficile à vérifier, peut-être embellie ou mal interprétée, mais elle reste dans les annales comme une énigme. Comment un objet façonné aurait-il pu se retrouver là, des millions d'années avant l'apparition de l'homme? Des trouvailles similaires, à travers le monde, sont consignées dans des rapports souvent oubliés. Sphères métalliques parfaitement équilibrées découvertes en Afrique du Sud. Marques dans la pierre, semblant indiquer des outils alors que la roche datait d'une époque antérieure aux mammifères. Certains archéologues rejettent ces histoires comme des erreurs, des fraudes ou des curiosités géologiques. Mais leur persistance et leur récurrence créent une impression troublante. Et si nous ne voyons qu'une surface en ignorant les profondeurs? Les mythes anciens, eux aussi, semblent chuchoter cette possibilité. De nombreuses civilisations parlent d'âges antérieurs, de peuples disparus avant les hommes d'aujourd'hui. Dans la Grèce antique, Hésiode évoquait 5 âges successifs de l'humanité, dont plusieurs auraient ensombré avant même que l'histoire ne commence. Les textes indiens, dans le Mahabharata et les Puranas, décrivent des cycles cosmiques où des civilisations brillantes se sont effacées dans le feu et l'oubli. Les Mayas, eux, imaginaient plusieurs soleils détruits avant le nôtre, chacun correspondant à une humanité révolue. Ces récits ne sont pas des preuves, mais ils sont concordants dans leurs motifs. L'idée que ce que nous appelons l'origine pourrait être une répétition, qu'avant nous, d'autres peuples ont connu la gloire, la chute et l'effacement. Sous la surface de notre planète, d'autres fragments s'accumulent. On découvre des structures dont la datation ne correspond pas aux connaissances établies. Les ruines de Göbekli Tepe, en Turquie, ont bouleversé notre vision du néolithique. Avant cette découverte, on pensait que les grandes architectures monumentales étaient nées avec l'agriculture, il y a environ 5000 ans. Or, ce site est daté d'au moins 11 000 ans, bien avant les premières cités myrcitées. Des colonnes gigantesques, décorées d'animaux et de symboles énigmatiques, ont été érigées par des chasseurs-cueilleurs supposés incapables de telles prouesses. Cela suggère que des savoirs techniques et spirituels existaient avant même que nous pensions qu'ils étaient impossibles. Göbekli Tepe n'est pas seul. Partout, des sites archéologiques remettent en question les certitudes. Les mégalithes de Gunung Padang en Indonésie pourraient remonter à plus de 20 000 ans, bien avant la fin de la dernière glaciation. Les pyramides de Caral, au Pérou, révèlent une société complexe qui existait parallèlement aux grandes civilisations du Moyen-Orient, sans lien direct mais avec une organisation similaire. Ces éclats dispersés dessinent une trame invisible, comme si une mémoire enfouie essayait de ressurgir par fragments. Il est possible que nous soyons victimes d'un biais. Nous cherchons l'histoire dans les ruines de pierre, mais combien de civilisations auraient pu disparaître sans laisser de traces durables?
Le bois, les fibres, les métaux corrodés par le temps, tout cela se décompose. En quelques millénaires, une ville moderne pourrait presque s'effacer, engloutie par la végétation, réduite à des ombres dans le sol. Si une civilisation avait existé il y a 100 000 ans, que resterait-il aujourd'hui? Quelques anomalies minérales, quelques fossiles étranges, quelques marques dans la roche que l'on prendrait pour des accidents géologiques. Rien qui puisse aisément convaincre. Des scientifiques ont réfléchi à cette question sous un angle particulier. Si une civilisation industrielle avait existé avant nous, pourrait-on la détecter dans les couches géologiques? La réponse est incertaine. Quelques indices, comme une concentration inhabituelle de carbone, de métaux ou de polluants, pourraient en trahir une activité passée. Pourtant, le temps géologique est si vaste qu'il tend à effacer ses traces. Ce que nous appelons aujourd'hui l'Anthropocène, notre empreinte industrielle, pourrait lui aussi, dans quelques millions d'années, se réduire à une fine couche de sédiments. Si cela devait arriver et que de nouveaux êtres intelligents émergeaient après nous, se demanderaient-ils aussi si quelqu'un était venu avant eux? Les fragments d'un passé invisible ne sont pas seulement matériels, ils résident aussi dans l'intuition. Pourquoi tant de civilisations ont-elles bâti des pyramides, sur des continents séparés, à des époques différentes, sans contact apparent? Pourquoi retrouve-t-on, dans des cultures très éloignées, les mêmes symboles de serpents, de soleil, de cycles cosmiques? Coïncidence, convergence naturelle de l'esprit humain ou réminiscence diffuse d'un savoir antérieur? La mémoire collective est fragile. Elle se transmet par la parole, par l'écriture, par la pierre, mais elle se perd aussi dans les catastrophes, les épidémies, les effondrements. L'histoire que nous connaissons n'est peut-être qu'une survivance, qui sont une version mutilée d'un récit bien plus ancien. Les bibliothèques d'Alexandrie, les codex mayas brûlés, les traditions orales disparues, à chaque perte, un pan entier du monde s'efface, laissant derrière lui une impression de vide. Et ce vide nous interroge. Nous croyons savoir où commence notre histoire, mais peut-être ne faisons-nous que toucher la surface d'un passé bien plus profond. Chaque fragment découvert, qu'il soit pierre, mythe ou anomalie, agit comme une fissure dans le récit établi. Il ne prouve rien, mais il invite à regarder autrement. Comme si derrière notre chronologie rassurante se tenait un autre monde, effacé mais persistant, attendant d'être deviné. Ces fragments sont des énigmes. Ils ne nous disent pas ce qui s'est réellement passé, mais ils laissent entrevoir la possibilité d'un avant. Un avant que nous ne comprenons pas, mais dont la trace, fragile et mystérieuse, persiste malgré l'oubli. La glace conserve et efface tout à la fois. Elle fige des mondes entiers dans une immobilité trompeuse, tout en broyant, sous son poids, les paysages et les mémoires. Dans les profondeurs glacées de l'Antarctique ou du Groenland, sous des kilomètres de blancheur, se cachent peut-être des récits qui ne nous appartiennent pas. Car la glace, avant d'être reine, a recouvert des terres qui furent libres, verdoyantes, peut-être habitées. Chaque strate glacée raconte un climat ancien, mais sous les couches les plus épaisses, il y a ce que nous n'avons pas encore vu. Un continent oublié, enseveli hors du temps. Les chercheurs savent que notre planète traverse des cycles glaciaires et interglaciaires. La Terre respire, se couvre et se découvre, ses pôles s'étendent puis se rétractent. Lors de la dernière grande glaciation, des régions entières aujourd'hui immergées étaient alors des plaines fertiles. Le Doggerland, par exemple, reliait autrefois l'Angleterre au continent européen. Une vaste étendue de vallées, de forêts et de rivières, disparue sous la mer du Nord il y a environ 8000 ans. Des vestiges de campements, des outils, des ossements d'animaux y ont été retrouvés, témoignant d'un monde englouti qui a nourri les mythes de terres disparues. Mais Doggerland n'est qu'une parcelle. Des terres bien plus vastes pourraient déjà reposer sous les glaces polaires. L'Antarctique, aujourd'hui continent de glace, n'a pas toujours été ce désert gelé. Il y a environ 40 millions d'années, il était couvert de forêts tempérées, grouillant de vie. Des fouilles récentes ont révélé sous la glace des pollens, des restes de végétation et même des squelettes de dinosaures. Pourtant, certains indices suggèrent que la glace n'a pas recouvert ces terres de manière continue et uniforme. Il se pourrait que certaines zones aient été libres de glace il y a seulement quelques milliers d'années, une époque où des civilisations humaines existaient déjà. C'est ici qu'apparaît l'un des mystères les plus fascinants. Certaines cartes anciennes représentent l'Antarctique avec un détail troublant. La plus célèbre est la carte de Piri Reis, tracée en 1513 par un amiral ottoman.
Elle montre au sud de l'Afrique et de l'Amérique du Sud une terre qui ressemble étrangement au profil de l'Antarctique. Ce qui intrigue n'est pas seulement sa présence, mais le fait que la carte semble représenter ce continent sans sa couverture de glace, comme s'il avait été observé dans un état que l'on croyait inconnu aux hommes. Les savants modernes ont étudié cette carte et d'autres documents similaires, et bien que les interprétations varient, la question demeure. Comment des navigateurs d'il y a quelques siècles pouvaient-ils connaître une terre gelée depuis des millions d'années? Certains chercheurs avancent que ces cartes sont le fruit de compilations d'anciens relevés nautiques hérités de civilisations disparues. Peut-être les Grecs, ou même des peuples encore plus anciens, auraient transmis de siècle en siècle un savoir cartographique venu d'un âge oublié. D'autres y voient une simple coïncidence, une erreur de représentation. Mais le doute persiste, car la précision de certaines cartes anciennes, comme celle d'Oronteus Phineus ou de Boichet, montre une connaissance des terres polaires difficile à expliquer pour leur époque. Sous la glace, les radars modernes ont révélé des anomalies, des reliefs géométriques, des structures qui évoquent parfois des alignements artificiels apparaissent dans les relevés géophysiques. La science officielle parle de formations naturelles, de montagnes sculptées par l'érosion et les mouvements tectoniques. Pourtant, l'imaginaire s'attarde sur ces lignes droites, ces angles parfaits qui émergent dans un monde de chaos gelé. Certains chercheurs indépendants, parfois en marge des institutions, avancent l'idée de constructions perdues, de cités ensevelies sous les glaces depuis un âge antédiluvien. Les glaciologues savent que la glace n'est pas immuable. Elle avance, elle recule, elle engloutit puis révèle. Les forêts découvertes sous les glaciers de l'Alaska, les carcasses de mammouths retrouvées intactes en Sibérie, montrant à quel point le gel peut préserver l'impossible. Que resterait-il d'une civilisation ensevelie par ce processus? Des temples figés, des outils, des symboles attendant d'être libérés par le lent travail du climat. Le temps glaciaire n'efface pas, il conserve dans son silence. Ce silence, justement, est nourri par les mythes. Les légendes de civilisations disparues parlent souvent de contrées englouties un peu par les glaces ou les eaux. Platon, lorsqu'il décrit l'Atlantide, parle d'une terre florissante disparue en une nuit, avalée par la mer. Dans les récits nordiques, on trouve l'écho du Ginnungagap, ce gouffre primordial où s'affrontaient enchantent le feu et la glace comme une mémoire ancestrale des bouleversements climatiques. Chez les peuples de l'Arctique, des récits évoquent des terres aujourd'hui inaccessibles, où vécurent des ancêtres mystérieux. Il est possible que ces récits aient conservé la trace d'événements réels, la montée des eaux à la fin des glaciations, l'effondrement brutal des écosystèmes, la perte de terres entières sous la mer ou la glace. Ce que nous appelons mythe pourrait être la mémoire déformée d'un monde antérieur, transmise par des générations qui n'en comprenaient pas toute l'ampleur. Les sciences modernes commencent à confirmer ce que les anciens savèrent par instinct. Sous les calottes, des mondes cachés existent encore. En 2017, une vaste région volcanique a été détectée sous l'Antarctique, un réseau de près de 90 volcans ensevelis sous la glace. Leur activité passée a pu créer des poches libres de glace, des oasis temporaires dans un désert blanc. De tels refuges auraient pu abriter des formes de vie uniques, voire offrir des territoires à des peuples capables de survivre aux conditions extrêmes. Des lacs sous-glaciaires, comme le lac Vostok, demeurent isolés depuis des millions d'années, protégés par 4 km de glace. Ces lacs pourraient contenir des formes de vie encore inconnues, mais aussi peut-être les traces d'un écosystème disparu. L'imagination s'accroche à ces possibilités. Et si, avant la montée des glaces, des sociétés avaient en vécu sur ces terres? Et si certaines d'entre elles avaient en laissé des monuments, aujourd'hui invisibles, attendant leur redécouverte? L'idée trouble est que nous pourrions être des héritiers sans le savoir, marchant sur une terre qui a déjà vu des civilisations naître, se développer, puis disparaître sous les cycles du climat. Le mystère ne tient pas seulement aux preuves manquantes, mais à leur rareté. L'Antarctique est un continent presque inaccessible, protégé par des traités internationaux, surveillé par la science mais difficile à explorer en profondeur. Chaque expédition révèle de nouvelles données, mais laisse aussi de vastes zones inconnues. Ce que nous savons de ce continent n'est peut-être qu'un fragment, une esquisse incomplète d'une histoire immense. Dans ce paysage figé, chaque montagne, chaque faille, chaque anomalie devient une énigme. Sous la glace, il n'y a pas seulement des continents effacés, il y a aussi l'idée que notre monde est beaucoup plus ancien
plus complexe que nous l'imaginons, que la mémoire de la Terre est stratifiée comme la glace elle-même, chaque couche recouvrant un secret, chaque secret attendant la fonte pour émerger à nouveau. Et dans cette attente silencieuse, nous nous demandons que reste-t-il à découvrir sous les glaciers, dans les continents que nous croyons perdus. Il y a dans le monde des pierres qui semblent défier la logique, des blocs gigantesques, taillés avec une précision qui échappe encore à nos outils modernes, des architectures si anciennes qu'elles paraissent surgir d'un autre temps, comme si elles avaient été bâties par des mains dont nous avons oublié le savoir. Ces pierres impossibles, disséminées sur tous les continents, forment un langage muet. Elles parlent d'une maîtrise technique, d'une vision cosmique, d'un rapport à la matière qui dépasse ce que nous attribuons aux civilisations connues. Dans les Andes, le site de Sacsayhuaman domine la ville de Cusco. Ces murailles cyclopéennes sont faites de blocs de plusieurs dizaines de tonnes, ajustés avec une précision telle qu'on ne peut y glisser une lame de couteau. Les pierres, d'ensemble aux formes irrégulières, s'emboîtent comme les pièces d'un puzzle vivant. Certaines mesurent de plus de 8 mètres de haut. Les Incas, à qui l'on attribue souvent l'édification, n'ont laissé aucun témoignage clair sur la manière dont ces blocs furent déplacés et assemblés. Les archéologues parlent de rampes, de cordes, de patience infinie. Mais même avec ces explications, un doute subsiste. Comment une société sans roues, sans fer, aurait-elle pu réaliser de telles prouesses sur un terrain escarpé et à une telle altitude? Ce mystère se retrouve ailleurs. À Baalbek, au Liban, trône l'un des sites les plus énigmatiques du monde antique. Le Triliton, une série de 3 blocs monumentaux intégrés dans les fondations du temple de Jupiter, pèse chacun près de 800 tonnes. Non loin de là, un bloc encore plus immense, appelé la pierre de la femme enceinte, avoisine les 1000 tonnes. Même avec nos engins modernes, déplacer une telle masse reste un défi colossal. Comment expliquer alors que des peuples d'il y a 2000 ans aient pu extraire, transporter et positionner de tels blocs avec une précision parfaite? Était-ce le fruit d'une organisation et d'un savoir-faire perdu, ou bien l'héritage d'une connaissance beaucoup plus ancienne, transmise à travers les âges? Les pierres de l'île de Pâques, les Moai, racontent une autre histoire. Dressées face à l'océan, ces statues massives semblent guetter l'horizon. Certaines atteignent plus de 10 mètres de haut, pesant des dizaines de tonnes. On sait que les habitants de l'île utilisaient l'onde des cordes et des techniques ingénieuses pour les déplacer. Mais l'ampleur du chantier, la répétition d'un tel effort sur des siècles, laisse songeur. Plus troublant encore, sous le sol, de nombreux Moai sont en réalité des statues complètes, avec corps et inscriptions enfouies, comme si une partie de leur message avait été volontairement dissimulée ou engloutie par le temps. Dans l'océan Pacifique, les ruines de Nan Madol, surnommée la Venise du Pacifique, reposent sur des îlots artificiels construits avec des colonnes de basalte. Les murs y atteignent parfois 10 mètres de haut. Les pierres, disposées en couches horizontales et verticales, donnent l'impression d'une architecture conçue par un esprit géométrique rigoureux. Pourtant, les habitants de l'île de Pohnpei ne disposaient ni de moyens de levage sophistiqués, ni d'animaux de trait pour déplacer ces masses. Les légendes locales parlent de magie, d'êtres venus d'ailleurs, capables de faire flotter les pierres. Derrière le mythe demeure la réalité d'une prouesse inexplicable. Plus anciennes encore sont les pyramides d'Égypte, dont la perfection continue de fasciner. La grande pyramide de Khéops, avec ses 2,3 millions de blocs, alignés avec une précision millimétrique, pose toujours des questions. Non pas sur l'existence du chantier, largement documenté par les égyptologues, mais sur le degré de savoir nécessaire pour atteindre un tel alignement astronomique et géométrique. L'orientation presque parfaite vers les points cardinaux, l'usage d'une proportion qui évoque le nombre d'or ou encore la correspondance symbolique avec la ceinture d'Orion laissent entrevoir une dimension qui dépasse la simple construction funéraire. À travers le monde, d'autres architectures oubliées révèlent le même paradoxe. Les temples mégalithiques de Malte, comme Gantija, datés de plus de 500 ans, sont antérieurs aux pyramides égyptiennes. Leurs énormes blocs, assemblés pour former des sanctuaires complexes, semblent appartenir à une société bien plus avancée que ce que l'on pensait possible à cette époque. À Stonehenge, les pierres dressées dans la plaine de Salisbury évoquent un calendrier céleste, un observatoire rudimentaire, mais leur origine et leur transport restent enveloppés de mystère. Comment ces pierres, venues de carrières situées à plusieurs centaines de kilomètres, ont-elles été déplacées sans roues ni métal ? Il y a aussi ces sites moins connus, mais tout aussi troublants.
Pumapunku, en Bolivie, est l'un des exemples les plus frappants. Là, des blocs de granit et d'andésite, certains pesant plus de 100 tonnes, sont taillés avec des angles droits et des rainures d'une précision presque mécanique. Les pierres en forme de hache, parfaitement modulaires, semblent issues d'un processus industriel. Et pourtant, le site est daté d'une époque où la métallurgie en était à ses balbutiements. Les chercheurs traditionnels parlent d'outils de pierre et de cuivre, de techniques d'abrasion, mais l'exactitude de ces découpes évoque des outils modernes, voire des machines-outils que l'histoire n'a jamais enregistrées. Ces pierres impossibles ne sont pas seulement des exploits techniques, elles portent aussi une charge symbolique. Elles semblent répondre à une vision du monde qui liait le ciel et la terre, l'astronomie et la matière. Beaucoup de ces monuments sont alignés sur les solstices, sur des constellations, comme si leurs bâtisseurs cherchaient à inscrire leur œuvre dans le mouvement du cosmos. Ce rapport entre architecture et astronomie que l'on retrouve à Chichén Itzá au Mexique ou dans les temples d'Angkor au Cambodge montre que ces civilisations ne bâtissaient pas seulement pour durer, mais pour dialoguer avec l'univers. Peut-être est-ce cela qui rend ces constructions si troublantes. Elles sont à la fois trop anciennes et trop savantes, comme si elles ne correspondaient pas à la chronologie que nous avons tracée. Elles donnent l'impression d'être les restes d'un savoir oublié, d'une science disparue, que nos ancêtres auraient hérité sans toujours en comprendre l'origine. Certains y voient la preuve d'un cycle de civilisation, d'autres parlent de transmission orale, de légendes qui auraient guidé des peuples vers des réalisations dépassant leurs moyens apparents. Le mystère des pierres impossibles réside autant dans leur matière que dans le silence qui les entoure. Elles ne livrent aucune explication directe. Elles se tiennent là, immobiles, témoins muets d'un passé que nous ne comprenons pas. Leur masse défie l'érosion, mais leur signification s'érode dans l'oubli. Elles deviennent des énigmes, des défis posés à notre imagination, rappelant que l'histoire est peut-être moins linéaire, moins simple que nous le croyons. Ces architectures oubliées sont des fragments d'un autre langage, un langage minéral que nous avons perdu la clé de lire. Elles éveillant à l'intuition d'un avant-monde, d'un savoir qui a traversé les âges sans se laisser retenir par nos archives. Et dans leur silence, elles semblent dire qu'il existe, sous nos certitudes, un autre récit de l'humanité, enfoui dans la pierre et les ruines. Les mythes les sont souvent considérés comme des fables, des récits symboliques inventés pour expliquer le monde. Pourtant, lorsqu'on les écoute avec attention, ils ressemblent parfois à des fragments de mémoire. Ils portent en eux l'écho d'événements trop anciens pour avoir laissé une trace matérielle, mais assez marquant pour survivre dans l'imaginaire collectif. Derrière leurs images de dieux, de héros et de cataclysmes, il se pourrait qu'ils contiennent la mémoire d'âges révolus, de mondes effacés qui ont précédé le nôtre. Dans la Grèce antique, Hésiode parlait de 5 humanités successives. La première, l'âge d'or, vivait en harmonie avec les dieux, dans un monde sans souffrance ni labeur. Puis vinrent l'âge d'argent et l'âge de bronze, chacun marqué par une dégradation progressive. L'âge des héros, plus noble mais condamné à disparaître, fut suivi par l'âge de fer, celui de la décadence et du labeur, qui serait le nôtre. Derrière ces récits symboliques, certains voient la trace d'un souvenir, des civilisations antérieures, chacune détruite par un basculement, un effondrement, un cataclysme. De l'autre côté du monde, les traditions de l'Inde ancienne racontent elles aussi une succession d'âges. Les Puranas décrivent les 4 yugas, ou âges cosmiques, le Satya Yuga, l'âge de vérité et de perfection, le Treta Yuga et le Dvapara Yuga, marqué par une lente perte de pureté, et enfin le Kali Yuga, l'âge de l'obscurité et de la discorde, celui dans lequel nous vivons. Ces cycles couvrent des milliers, parfois des millions d'années, mais au-delà de leur ampleur symbolique, ils dessinent une idée persistante. L'humanité ne progresse pas de manière linéaire, elle traverse des cycles de grandeur et de chute, comme si le temps lui-même respirait. Les Mayas, de leur côté, imaginaient de plusieurs soleils successifs, chacun correspondant à une humanité effacée par une catastrophe. Le premier peuple fut englouti par les jaguars, le second détruit par les vents, le troisième consumé par le feu, le quatrième noyé par les eaux. Nous serions le 5e soleil, fragile et éphémère, menacé lui aussi par une fin inévitable. Ces récits ne sont pas de simples mythes, ils sont des cosmologies entières, construites sur l'idée que des mondes ont existé avant nous. L'Atlantide, telle que racontée par Platon, incarne sans doute le plus célèbre de ces mythes de civilisation disparue. Une île prospère dotée d'une technologie et d'un savoir avancé, engloutie en une nuit par la mer, voilà ce qu'il rapporte dans le Timée et le Critias. Pour les sceptiques,
Il ne s'agit que d'une allégorie politique inventée pour illustrer la décadence des sociétés. Mais d'autres voient dans ce récit la mémoire déformée d'un effondrement réel, peut-être celui d'une cité engloutie lors de la montée des eaux à la fin de la dernière glaciation. L'image de l'Atlantide a traversé les siècles, alimentant l'idée qu'une civilisation oubliée pourrait reposer sous les flots. Ces mythes de monde perdu ne se limitent pas à quelques cultures isolées. On les retrouve partout. Les légendes des aborigènes d'Australie évoquent des terres englouties et des déplacements forcés causés par la montée des eaux. En Afrique, les récits Dogon parlent de savoirs venus d'étoiles anciennes et d'un temps où les ancêtres vivaient en relation directe avec des êtres d'ailleurs. Les traditions nordiques décrivent le Ragnarök, la destruction du monde actuel, précédé d'un autre monde qui avait déjà sombré. Les récits polynésiens, de leur côté, se souviennent d'îles disparues sous l'océan, réminiscence probable des bouleversements climatiques et géologiques. L'étrange, c'est que ces récits, séparés par des océans, par des millénaires et par des langues différentes, partagent donc des motifs communs, des âges successifs, des cataclysmes qui effacent les civilisations, des renaissances après l'oubli. Comme si, derrière la diversité des cultures, se cachait une mémoire commune, universelle. Les chercheurs en mythologie comparée, tels que Mircea Eliade ou Joseph Campbell, ont remarqué ces correspondances. Pour eux, les mythes reflètent des archétypes universels, la destruction et la renaissance, la chute et l'élévation. Mais au-delà de la symbolique psychologique, il est assez possible de les envisager comme des récits codés conservant la trace d'événements réels. Les tsunamis, les éruptions volcaniques, les chutes de météorites, les glaciations, chacun de ces phénomènes a pu laisser une empreinte durable dans la mémoire des peuples. Avec le temps, les récits se sont transformés, habillés de symboles, mais leur noyau pourrait être historique. Prenons le déluge, par exemple. Dans la Bible, l'histoire de Noé raconte une inondation universelle, envoyée pour effacer une humanité corrompue. Mais ce récit n'est pas unique. On retrouve un mythe de déluge dans l'épopée de Gilgamesh, dans la tradition sumérienne, bien antérieure à la Bible. On le retrouve aussi chez les Grecs avec l'histoire de Deucalion, chez les Indiens avec Manu, chez les Chinois avec Yu le Grand, et même dans les traditions orales amérindiennes. Partout le même motif, une inondation gigantesque qui efface une humanité et marque un recommencement. Les archéologues savent qu'à la fin de la dernière glaciation, les eaux ont monté de plus de 100 mètres, submergeant d'immenses régions côtières. Le souvenir d'un tel cataclysme a pu s'ancrer si profondément qu'il a survécu sous la forme de récits mythiques. Il en va de même pour les récits de feu venus du ciel. Chez les Hopis d'Amérique du Nord, on raconte que le monde précédent a été détruit par le feu. Dans certaines traditions hindoues, des armes célestes, capables de ravager des villes entières, auraient été utilisées dans un passé lointain. Dans le Mahabharata, la description d'armes divines rappelle étrangement les effets de radiation ou d'explosions massives. Faut-il y voir une métaphore ou la trace déformée d'un événement catastrophique oublié ? Les mythes, par leur nature, ne prouvent rien. Mais ils persistent. Ils survivent là où les pierres s'effritent, là où les archives brûlent. Ils se transmettent de génération en génération, souvent par la voix des conteurs, parfois par l'écriture, mais toujours avec la même insistance. Se souvenir d'un avant, d'un monde détruit, d'un cycle à recommencer. Cette persistance intrigue. Si tous les peuples séparés dans l'espace et le temps racontent des histoires semblables, faut-il y voir une invention universelle, née des peurs humaines partagées, ou bien la mémoire diffuse d'événements réels qui ont marqué l'humanité entière ? Peut-être les deux. Peut-être que le mythe, en tant que langage, est justement l'outil par lequel une société transmet ce qu'elle ne peut expliquer autrement. Dans le silence des ruines, dans l'absence de preuves matérielles, les mythes deviennent des archives invisibles. Ils ne se lisent pas comme des chroniques, mais comme des miroirs. En les regardant, on entrevoit la possibilité que notre histoire ne soit pas unique, mais l'écho répété d'âges disparus. Et dans cet écho persiste la question : que cherchons-nous à oublier et qu'ont-ils voulu que nous n'oublions pas ? La mer garde ses secrets dans un silence plus ancien que toutes nos civilisations. Elle recouvre, efface, puis conserve comme une mémoire liquide où s'inscrivent en sur les traces des mondes disparus. Lorsque l'on contemple l'océan, vaste et insondable, on oublie que ses rivages n'ont pas toujours été les mêmes. À la fin de la dernière glaciation, les eaux sont montées de plus de 100 mètres, noyant des plaines entières, dont des vallées, des forêts et peut-être des cités humaines. Là, sous les vagues, dorment des mondes oubliés,
engloutis dans les abysses. Le souvenir de ces terres perdues affleure dans les récits des peuples. Les légendes de l'Atlantide, de Mu, de Kumarikandam racontent sans toutes des civilisations brillantes avalées plus brûlées par la mer. Si ces récits se ressemblent tant, c'est peut-être parce qu'ils gardent rare mémoire d'événements réels. La montée brutale des eaux, les raz-de-marée, l'effondrement de sociétés côtières dont nous n'avons plus de traces. Les mythes, comme des phares dans la brume, éclairent des zones où la science commence seulement à plonger. Au large de l'Inde, dans le golfe de Cambay, des explorations sous-marines ont révélé les vestiges de structures monumentales. Disposés sur plusieurs kilomètres, ces alignements de pierres évoquent des murs, des routes, des fondations. Les datations proposées, si elles s'avèrent exactes, renverraient à plus de 9000 ans, bien avant les grandes civilisations connues. Le site reste controversé. Certains chercheurs y voyant des formations naturelles, d'autres un témoignage de sociétés côtières disparues sous l'océan. Pourtant, les sons métalliques des sonars, la géométrie répétée des alignements éveillent l'intuition d'un monde englouti. Plus au sud, dans les profondeurs de la baie de Mahabalipuram, des plongeurs ont découvert les vestiges de temples submergés. Les textes anciens de la région parlaient déjà de 7 pagodes, dont une seule restait visible à terre. Les 6 autres, dit-on, avaient été avalées par la mer. Ce que l'on croyait être une légende s'est révélé en partie vrai. Sous l'eau, des structures massives reposent, recouvertes de coraux, mais encore reconnaissables. L'océan, dans son silence, a conservé ces temples comme pour confirmer la persistance de la mémoire. D'autres vestiges se trouvent ailleurs, dispersés sur la carte du monde. Au Japon, au large de l'île de Yonaguni, un gigantesque ensemble rocheux gît sous la surface. Des terrasses, des marches, des plateformes, semblant taillées dans la pierre, dessinent un paysage presque architectural. Certains géologues affirment qu'il s'agit de formations naturelles, sculptées par les forces tectoniques et marines. D'autres insistent sur la régularité des angles, sur l'impression de murailles et de routes. Si c'était une cité, elle daterait de plus de 10 000 ans, une époque où l'histoire officielle ne connaît aucune société capable de bâtir ainsi. Yonaguni reste donc une énigme, nature ou civilisation perdue. Le mythe de l'Atlantide, rapporté par Platon, trouve aussi des échos concrets dans des sites submergés. Certains chercheurs associent le pensée au sol histoire à l'éruption de Santorin qui détruisit la civilisation minoenne. D'autres regardent vers les Açores, les Canaries ou même les Caraïbes. Mais il existe aussi, au large de Cuba, des structures étranges. En 2001, une équipe de chercheurs a cartographié le fond marin près de la péninsule de Guanaacabibes et détecté à plus de 600 mètres de profondeur, ce qui semblait être des alignements réguliers, comparables à des rues et des pyramides. Le site est difficile à explorer et son interprétation reste incertaine. Mais l'idée d'une cité engloutie aux portes du Nouveau Monde continue de hanter les esprits. En Méditerranée aussi, des villes noyées témoignent de l'instabilité des côtes anciennes. Élique, cité grecque prospère, disparut brusquement en 373 avant notre ère, avalée par la mer après un séisme. Les chroniqueurs racontent que ces rues et ces temples restaient gens visibles sous les eaux claires. Aujourd'hui, les fouilles ont confirmé la réalité de ce drame. Plus à l'est, dans la baie d'Alexandrie, repose la ville engloutie de Tonis Héracléon. Redécouverte en 2000, elle révèle des temples, des statues colossales, des quais, figés dans le limon depuis plus de 1000 ans. Ces cités ne sont pas des légendes. Elles montrent à quel point la mer peut avaler le monde et le conserver dans son silence. La science moderne nous rappelle que nos cartes actuelles ne représentent qu'un état transitoire. À la fin de la dernière glaciation, la fonte des glaces a remodelé les continents. Des plaines immenses, aujourd'hui englouties, furent autrefois habitées. Le Doggerland, en Europe du Nord, reliait la Grande-Bretagne au continent. Ces forêts et ces rivières sont désormais sous la mer du Nord. Dans le golfe du Mexique, le rivage s'étendait bien plus loin, offrant des territoires désormais submergés. Chaque montée des eaux a effacé des vies, des villages, des mémoires. Mais dans les abysses, il se pourrait que certaines de ces mémoires dorment encore, préservées par le sel et le temps. Explorer les fonds marins est une entreprise difficile. La pression, l'obscurité, l'immensité rendent l'exploration lente et coûteuse. Moins de 20% des océans ont été cartographiés avec précision. Le reste demeure une terra incognita, un monde d'ombre où tout est possible. Sous les vagues pourraient reposer des villes entières, des civilisations que nous croyons imaginaires, mais dont la réalité se cache peut-être à des profondeurs que nous n'avons pas encore atteintes. Les traditions orales pourtant semblent nous avertir.
de nombreux peuples côtiers gardent mémoire de terres disparues. En Australie, les récits aborigènes décrivent des lignes de rivage aujourd'hui submergées, confirmées de par la science comme datant de 7000 à 8000 ans. Ces récits, transmis sans écriture mais avec fidélité, prouvent comme enfant que la mémoire humaine peut traverser les millénaires. Ce que nous appelons mythe est peut-être une archive plus fiable que nous le pensions. Dans l'imagination, les océans deviennent alors des bibliothèques englouties. Chaque cité perdue est une page déchirée de notre histoire. Nous savons que la mer a englouti des villages, des ports, des temples. Mais ce que nous ne savons pas encore, c'est si elle a aussi englouti des civilisations entières, plus anciennes que celles que nous connaissons. Le mystère demeure, immobile, dissimulé sous des kilomètres d'eau, attendant qu'on ose plonger plus profondément dans les abysses. La Terre parle un langage lent, celui des roches, des couches superposées, des sédiments qui s'accumulent au fil des millions d'années. Chaque strate raconte un âge, chaque fossile témoigne d'une époque, mais parfois dans ce récit de pierre apparaissent des anomalies troublantes. Des objets qui ne devraient pas être là, des empreintes qui défient la logique, des fragments qui semblent appartenir à une histoire parallèle. Ces énigmes, appelées « out-of-place artifacts », ne prouvent rien de certain, mais elles ouvrent des brèches dans la solidité de notre chronologie. Elles suggèrent que le temps géologique, que nous croyons linéaire et ordonné, pourrait cacher des zones d'ombre. L'un des exemples les plus célèbres est celui de la sphère de Klerksdorp, découverte en Afrique du Sud. Ces petites boules métalliques, vieillissant de près de 3 milliards d'années, présentent parfois des rainures parfaites, comme tracées par une main artificielle. Les géologues expliquent qu'il s'agit de formations naturelles de pyrophilites, sculptées par des processus géologiques complexes. Mais leur régularité géométrique trouble l'observateur. Comment la nature, dans son chaos, peut-elle produire des objets qui semblent sortis d'un atelier ? Dans les mines de charbon du XIXe siècle, plusieurs récits font état d'artefacts impossibles. En 1851, dans le Massachusetts, des mineurs auraient découvert une cruche métallique incrustée dans une couche datant de 100 000 ans. Quelques décennies plus tard, en Pennsylvanie, on parla d'une chaîne en fer retrouvée dans du charbon vieux de plusieurs millions d'années. Bien que ces récits soient contestés, parfois considérés comme des légendes, leur récurrence interroge. Pourquoi retrouve-t-on sans cesse dans la mémoire des fouilles ces histoires d'objets trop anciens pour exister ? Les empreintes humaines dans des couches préhistoriques constituent une autre anomalie. Dans le Texas, au site de Glen Rose, des traces de pas humains semblent s'entrelacer avec celles de dinosaures. La science officielle affirme qu'il s'agit de confusion, de traces animales ressemblant à des pieds humains, érodés par le temps. Mais certains continuent d'y voir une énigme. Comment interpréter des empreintes qui semblent raconter une cohabitation impossible entre l'homme et des créatures disparues des millions d'années avant lui ? Le mystère s'épaissit avec d'autres découvertes. En 1973, dans une mine en Sibérie, on aurait trouvé un minuscule mécanisme semblable à une vis incrustée dans une roche vieille de 300 millions d'années. En Roumanie, un objet métallique connu sous le nom de marteau de Kozo fut découvert pris dans une roche supposée ancienne de plusieurs millions d'années. Chaque fois, les explications varient. Formation naturelle, datation erronée, fraude ou mystification. Pourtant, derrière chaque cas isolé, persiste une impression. Et si certains fragments d'une histoire plus ancienne s'étaient égarés dans les couches du temps ? Le temps géologique lui-même semble parfois dissimuler des cycles. Les couches sédimentaires, les carottes de glace, les dépôts fossiles révèlent des catastrophes récurrentes. Extinction massive, inversion du champ magnétique, impact d'astéroïdes. Chaque crise efface une partie du vivant, puis la Terre recommence, réinvente, fait surgir de nouvelles formes. Si la vie a pu renaître après tant de destruction, pourquoi une civilisation ne pourrait-elle pas avoir existé, puis disparu sans laisser de traces évidentes ? Certaines théories scientifiques osent poser la question. En 2018, deux chercheurs, Gavin Schmidt et Adam Frank, publièrent une hypothèse connue sous le nom de Silurian Hypothesis. Ils s'interrogeaient: si une civilisation industrielle avait existé il y a des millions d'années, serions-nous capables d'en détecter la trace aujourd'hui ? Leur réponse fut troublante. Presque rien ne survivrait. Les villes seraient effacées par l'érosion, les métaux recyclés par la géologie, les fossiles rares et dispersés. Peut-être resterait-il quelques anomalies chimiques dans les couches sédimentaires, une concentration inhabituelle de carbone, de plastique non fossilisé ou d'isotopes artificiels. Mais au bout de quelques millions d'années,
Même ces traces deviendraient non difficiles à distinguer des phénomènes naturels. Autrement dit, il est possible qu'une civilisation ait existé avant nous sans que nous puissions jamais en avoir la certitude. Les anomalies du temps géologique ne sont pas seulement matérielles, elles résident aussi dans les motifs récurrents du passé. Les extinctions massives, qui reviennent à intervalles réguliers, rappellent une respiration cosmique. Il y a 250 millions d'années, l'extinction du Permien a anéanti près de 90% des espèces. Il y a 65 millions d'années, les dinosaures disparaissaient, laissant place aux mammifères. Chaque crise semble marquer un tournant, une réinitialisation du vivant. Et si parmi ces réinitialisations, certaines avaient effacé non seulement des espèces, mais aussi des sociétés avancées que nous ne soupçonnons pas, le temps, en géologie, n'est pas une ligne, mais une superposition. Les couches s'entremêlent, se plient, se brisent. Des fragments d'un âge peuvent donc se retrouver coincés dans un autre. Peut-être que les anomalies que nous découvrons, une sphère, une empreinte, un objet métallique, ne sont pas des erreurs, mais les vestiges égarés d'un monde qui a précédé le nôtre. La Terre, dans ses convulsions, aurait mélangé les archives, créant des puzzles impossibles à reconstituer. Le plus troublant était que ces anomalies persistent malgré les explications. Chaque fois qu'un artefact surgit d'un contexte trop ancien, on parle de curiosité, d'illusion, d'erreur, et peut-être est-ce vrai. Mais l'accumulation de ces récits, leur persistance dans le temps, fait naître une impression de cohérence, comme si, derrière le bruit des controverses, se tenait un murmure plus profond, celui d'un passé invisible. Les anomalies du temps géologique nous rappellent notre fragilité. Nous croyons que nos villes, nos archives numériques, nos monuments dureront. Mais dans quelques dizaines de milliers d'années, que restera-t-il vraiment de nous ? Peut-être seulement une fine couche de plastique fossile, une anomalie chimique, un signal ambigu dans les strates de demain ? Et si un autre peuple, un autre être pensant, émergeait après nous, que conclurait-il en découvrant ces anomalies ? Y verrait-il la preuve de notre existence ou simplement un mystère insoluble, semblable à ceux que nous contemplons aujourd'hui ? Dans les pierres, dans les fossiles, dans les couches millénaires, des anomalies veillent. Elles sont comme des fenêtres entr'ouvertes sur un autre récit, jamais écrit, jamais reconnu, mais peut-être réel. Le temps géologique, avec ses silences et ses contradictions, nous invite à écouter ces murmures, à accepter que le passé n'est pas toujours clair et que l'histoire de la Terre est peut-être plus ancienne, plus complexe que nous ne pouvons l'imaginer. La pierre immobile et silencieuse fut le premier matériau que l'humanité apprit à dompter. Pourtant, certaines de ses œuvres les plus anciennes dépassent encore notre compréhension. Derrière les murs cyclopéens, les blocs gigantesques, les statues taillées dans des montagnes, se cache peut-être une science que nous ne maîtrisons plus. Ces monuments sont souvent décrits comme des prouesses de force brute, mais leur précision, leur orientation, leur symbolisme suggèrent autre chose. Un savoir technique, un langage perdu inscrit dans la pierre elle-même. Dans les Andes, au Pérou, le site de Machu Picchu s'élève comme une cité suspendue entre ciel et terre. Ces murs, construits sans mortier, définant les séismes depuis des siècles. Chaque pierre épouse l'autre avec une exactitude telle qu'aucune vibration ne peut les disjoindre. Les ingénieurs modernes admirent cette résistance antisismique, mais la question demeure, comment ces bâtisseurs, sans outils d'acier, ont-ils réussi à sculpter des blocs aussi parfaitement adaptés les uns aux autres ? La réponse officielle évoque des marteaux de pierre, du polissage patient. Pourtant, le résultat semble relever d'un savoir empirique que nous n'avons pas su retrouver. À Cusco, l'ancienne capitale inca, une pierre attire particulièrement l'attention, la pierre aux 12 angles. Ce bloc unique, enchâssé dans un mur, présente 12 faces parfaitement ajustées aux pierres voisines, sans ciment, sans faille. Elle n'est pas isolée, d'autres pierres à multiples angles jalonnent les ruines. Leur fonction exacte n'est pas claire, mais leur perfection géométrique intrigue. Était-ce seulement un exercice d'habileté ou la manifestation d'un savoir technique et symbolique dont nous avons perdu la clé ? Plus énigmatiques encore sont les blocs de Pumapunku, en Bolivie. Ici, la pierre n'est pas simplement assemblée. Elle est découpée comme si elle avait été moulée, usinée. Les blocs en forme de hache percés de rainures, parfaitement symétriques, semblent issus d'un atelier mécanique. Certains chercheurs parlent de simples outils de cuivre et de cordes abrasives, mais la précision évoque davantage des techniques modernes de taille ou de fraisage. Comment expliquer un tel degré de maîtrise il y a plus d'1 millier d'années ?
Est-ce la trace d'un savoir transmis d'un passé plus ancien encore, oublié dans les ruines? Les pyramides d'Égypte posent le même paradoxe. Nous savons que les Égyptiens maîtrisaient des techniques avancées d'ingénierie. Mais la grande pyramide de Khéops, avec ses 146 mètres d'origine, aligne ses arêtes presque parfaitement vers les points cardinaux. L'écart de précision est inférieur à quelques minutes d'arc, une exactitude que l'on associe à l'astronomie moderne. Les couloirs internes, leurs inclinaisons précises, semblent pointer vers des étoiles particulières à une époque donnée. Était-ce seulement une tombe ou un instrument complexe mêlant science, religion et symbolisme? La technologie de la pierre ici n'est pas seulement technique, elle est cosmique. En Asie, les temples d'Angkor au Cambodge ou ceux de Borobudur en Indonésie révélaient une autre facette de cette science oubliée. Ce sont des architectures en pierre qui reproduisent dans des mandalas des structures cosmiques destinées à refléter l'univers dans la matière. Chaque escalier, chaque alignement, chaque relief est une équation visuelle. Ce ne sont pas seulement des lieux de culte, mais des systèmes de pensée matérialisés. Leur technologie est à la fois spirituelle et technique, un savoir qui fusionne symbolisme, astronomie et architecture. À Malte, les temples mégalithiques de Gantija et de Mnajdra se dressent depuis plus de 500 ans. Certains blocs pèsent donc plus de 50 tonnes. Leurs alignements semblent coïncider avec les équinoxes et les solstices. Ces sites suggèrent une connaissance astronomique avancée, bien avant que l'histoire officielle n'attribue de tels savoirs aux sociétés humaines. Là encore, la technologie de la pierre devient un langage de cycle, un dialogue avec le ciel. En Égypte, le mystère des obélisques inachevés, comme celui d'Assouan, trouble également. Ce gigantesque monolithe, resté partiellement attaché à sa carrière, pèse environ 1200 tonnes. Si on avait réussi à l'ériger, il aurait été le plus grand jamais construit. Mais comment ces blocs étaient-ils extraits, transportés, dressés? Nous n'avons pas encore reproduit ces prouesses avec exactitude. Ces obélisques rappellent que la pierre n'était pas seulement matière brute, elle devenait axe cosmique, symbole solaire, technologie rituelle autant que monumentale. Certaines traditions parlent de pierres chantantes ou vivantes, capables de vibrer ou de résonner. Les légendes de Tiwanaku, de l'île de Pâques ou même d'Égypte évoquent l'usage du son pour déplacer les blocs. Des récits racontent que les prêtres pouvaient, à l'aide de tambours et de chants, faire flotter les pierres dans les airs. Pour la science moderne, cela relève du mythe. Pourtant, la question de l'acoustique des monuments reste ouverte. À Stonehenge, à Chavin de Huantar, au Pérou, l'architecture semble conçue pour produire des effets sonores spécifiques, amplifiant ou déformant les voix et les instruments. Était-ce une forme de technologie immatérielle, jouant sur la vibration, inscrite dans la pierre elle-même? La pierre fut aussi utilisée comme mémoire. Gravures, pétroglyphes, écritures primitives, tous sont inscrits dans sa surface. Mais certaines gravures anciennes, comme les cartes célestes de Nabta Playa dans le désert égyptien, ou les disques gravés retrouvés en Chine et en Sibérie, portent des motifs encore inexpliqués. Elles ne représentent pas seulement des animaux ou des scènes quotidiennes. Elles semblent coder des connaissances, parfois astronomiques, parfois symboliques, comme si la pierre avait servi de livre d'archives pour un savoir qui n'a pas survécu autrement. C'est possible que nous soyons victimes de notre propre regard. Nous voyons la pierre comme un matériau lourd, inerte, mais pour les anciens, elle pouvait être vivante, vibrante, porteuse d'une énergie. Le choix des blocs, leur taille, leur orientation, n'étaient peut-être pas dictés uniquement par la force et la technique, mais par une connaissance plus subtile, un savoir sur la résonance, sur les lignes de force terrestres, sur les correspondances entre le ciel et la matière. Ce savoir, s'il a existé, nous échappe aujourd'hui. Nous avons réduit la pierre à un matériau alors qu'elle fut peut-être un instrument. Les technologies de pierre que nous ne comprenons plus nous obligent à reconsidérer notre chronologie. Elles suggèrent que des peuples, bien avant l'écriture, avaient déjà atteint une maîtrise de l'espace, du poids, du symbole. Peut-être étaient-ils héritiers d'un savoir plus ancien, transmis de génération en génération, avant de se perdre dans les effondrements. Chaque bloc, chaque mur, chaque temple devient alors un vestige non seulement de leur société, mais aussi d'un langage technique disparu. Dans le silence de ces pierres, il reste une énigme. Elles ne parlent pas directement, mais elles s'imposent par leur présence. Elles témoignent d'un savoir dont nous avons oublié les outils et les clés. Et dans ce silence, persiste la question. Que savait-il que nous avons perdu?
L'histoire humaine se présente souvent comme une ligne ascendante, une marche continue vers le progrès. Pourtant, à regarder les vestiges du passé, ce récit paraît trompeur. Les civilisations ne suivent pas une progression linéaire. Elles naissent, s'élèvent, atteignent des sommets, puis s'effondrent. Et dans leur chute, elles laissent derrière elles des fragments que nous redécouvrons, comme les ruines d'un rêve interrompu. Ce cycle de naissance et de disparition semble universel, inscrit dans la trame même de la condition humaine. Dans la vallée du Nil, l'Égypte ancienne dura plus de 3000 ans. Ces dynasties se succédèrent, construisant des temples, des pyramides, des bibliothèques. Elle atteignit un apogée artistique, scientifique, spirituel. Puis vint le déclin, invasion, fragmentation, perte de savoir. Ce qui semblait éternel s'effondra lentement jusqu'à devenir ruine. Aujourd'hui, nous admirons ces monuments comme les restes d'une grandeur disparue, mais nous oublions qu'eux-mêmes se voyaient éternels. Leur chute témoigne de la fragilité de tout empire, même le plus stable. La Mésopotamie, berceau des premières cités, raconte la même histoire. Sumer, Akkad, Babylone, Assyrie. Chacune de ces civilisations inventa, prospéra, domina avant de s'effacer. Les tablettes d'argile, gravées de signes cunéiformes, sont les vestiges d'un monde qui croyait avoir trouvé la clé de la permanence. Pourtant, leurs canaux se sont ensablés, leurs villes ont été abandonnées, et leur mémoire fut presque perdue. Aujourd'hui, il nous reste des fragments d'épopées, comme celle de Gilgamesh, qui évoquent déjà la vanité des hommes face au temps. Plus à l'est, la civilisation de la vallée de l'Indus, avec ses cités d'Harappa et Mohenjo-Daro, se développa vers 2600 avant notre ère. Ces rues ont été retracées selon un plan régulier. Ces maisons équipées de systèmes d'évacuation sophistiqués, ces artisans maîtrisaient la métallurgie et la céramique. Pourtant, vers 1900 avant notre ère, cette société florissante disparut presque sans laisser de traces. Les causes sont encore débattues, changement climatique, effondrement des échanges, catastrophes naturelles. Mais le résultat était le même. Une civilisation entière s'est effacée, ne laissant que des briques cuites au soleil et des sceaux gravés dont l'écriture reste indéchiffrée. Les Mayas, en Amérique centrale, offrent un autre exemple frappant. Leur civilisation atteignit un haut niveau de sophistication dans l'astronomie, l'écriture, l'architecture. Leurs temples pyramides, leurs calculs des cycles planétaires témoignent d'une connaissance fine du temps et du cosmos. Pourtant, vers le IXe siècle, de nombreuses cités mayas furent abandonnées. La jungle recouvrit leurs temples, leurs places, leurs stèles. Les raisons de cet effondrement restent multiples. Sécheresse, guerre, déforestation. Mais ce qui frappe, c'est la soudaineté avec laquelle des cités brillantes, habitées et animées, furent englouties par la végétation comme si elles n'avaient jamais existé. À l'ouest, les civilisations précolombiennes des Andes, comme celle de Tiwanaku, disparurent elles aussi, laissant derrière elles des ruines monumentales. Leurs héritiers lointains, les Incas, bâtirent un empire immense, reliant montagnes et vallées par un réseau de routes et de ponts suspendus. Mais en un siècle, leur monde s'effondra sous le choc de la conquête espagnole. Le cycle s'était répété. Naissance, apogée, effondrement. Même les civilisations maritimes, comme celle de la Crète minoenne, ne furent pas épargnées. Leur puissance navale dominait la Méditerranée. Leur art foisonnant, leurs palais aux fresques colorées, témoignaient d'une culture rayonnante. Puis vint l'éruption cataclysmique de Santorin, vers 1600 avant notre ère. Les tsunamis, les cendres, les bouleversements climatiques fragilisèrent l'empire minoen, ouvrant la voie à son effacement. L'île, jadis centre d'un monde, devint un vestige. Chaque fois, le schéma se répète. Une société émerge, trouve un équilibre, développe son savoir, atteint une prospérité. Puis survient une faille, catastrophe, épuisement des ressources, guerre, désordre interne. Et la civilisation décline, se disloque, se dissout. La mémoire s'efface, les ruines demeurent, et une nouvelle société émerge ailleurs. Comme si l'histoire n'était pas une ligne, mais une spirale de cycles, toujours renaissante. Les penseurs anciens avaient déjà pressenti ce rythme. Les Grecs parlaient pas des âges successifs de l'humanité, les Hindous des yugas, les Mayas des soleils. Tous décrivaient les le temps non comme une ligne droite, mais comme une série de cercles, de renaissance après chaque chute. Le cycle n'est pas seulement historique, il est cosmique, inscrit dans la structure même du monde. La nature elle-même suit ce mouvement. Les forêts naissent, prospèrent, brûlent, puis repoussent. Les fleuves creusent des vallées, puis changent de cours.
Les étoiles naissent, brillent, explosent, et de leurs cendres naissent d'autres étoiles. Pourquoi l'humanité ferait-elle exception? Nos civilisations seraient alors semblables à ces constellations, brillantes mais éphémères, destinées à renaître ailleurs autrement. Si l'on admet ce cycle, une question surgit. Combien de civilisations ont précédé celles que nous connaissons? Peut-être que certaines, bien avant l'histoire écrite, ont atteint un apogée dont il ne reste plus trace. La montée des eaux, les glaciations, les volcans auraient pu effacer leurs cités, engloutir leurs bibliothèques, réduire leurs œuvres en poussière. Ce que nous appelons préhistoire pourrait n'être que l'ombre d'un monde oublié, recouvert par le temps. Ce qui demeure, ce sont des ruines et des mythes. Chaque civilisation laisse des pierres, des fragments, parfois des écrits. Mais entre les ruines, il y a des silences, des vides, des absences. Ces vides intriguent. Ils suggèrent que notre mémoire collective est incomplète, que des chapitres entiers manquent au récit. Dans ces silences, certains perçoivent le passage d'autres mondes, d'autres humanités effacées par le cycle. Notre époque moderne se croit différente, protégée par la science et la technologie. Pourtant, les mêmes menaces demeurent. Changement climatique, épuisement des ressources, instabilité sociale. Comme les Mayas, nous dépendons des cycles de la pluie. Comme les Mésopotamiens, nous creusons des canaux et asséchons des terres. Comme les Égyptiens, nous croyons à la solidité de nos constructions. Mais l'histoire montre que rien n'est éternel. Chaque civilisation qui s'est crue indestructible a fini par disparaître. Le cycle des civilisations nous invite à l'humilité. Nous ne sommes peut-être pas au sommet d'une progression unique, mais au cœur d'une spirale, condamnée à répéter les mêmes motifs. Naissance, apogée, effondrement. Les ruines que nous admirons sont les miroirs de notre propre avenir. Et dans ces miroirs se reflète une vérité troublante. Nous ne sommes pas les premiers et nous ne serons pas les derniers. L'archéologie se présente comme une science de la mémoire, une discipline patiente qui exhume des fragments, les classe, les relie, pour reconstruire l'histoire des hommes. Pourtant, derrière les vitrines des musées et les chronologies soigneusement établies, il existe des silences, des vides immenses que la science ne parvient pas à combler. Dans ces zones d'ombre, l'histoire bascule du côté du mystère, car ce qui n'a pas été retrouvé, ce qui a été perdu ou détruit, pèse autant que ce que nous connaissons. Certains de ces vides tiennent aux matériaux eux-mêmes. Le bois, les fibres, les métaux fragiles disparaissent rapidement. Les pluies, le sel, les bactéries réduisent en poussière ce que les hommes ont bâti. Si l'on songe à nos propres cités modernes, combien résisteraient à 10 000 ans d'érosion? Quelques monuments de pierre peut-être, mais nos bibliothèques numériques, nos ponts, nos villes de béton se désagrégeraient. Dans 50 000 ans, le souvenir de notre monde pourrait se réduire à quelques couches minérales. De la même façon, les civilisations passées ont sans doute laissé derrière elles bien plus que ce que nous avons retrouvé. La majorité a été effacée, d'autres vides viennent des destructions volontaires. L'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie est devenu un symbole. Des milliers de rouleaux, des traités de sciences, de géographie, de philosophie ont disparu en flammes. Ce qui aurait pu transformer notre connaissance de l'Antiquité s'est évaporé en fumée. Mais Alexandrie n'est pas un cas isolé. Les codex mayas brûlés par les conquistadors ont effacé des siècles de savoir astronomique et religieux. Les tablettes mésopotamiennes, brisées ou dispersées, ont réduit en éclats les récits de Sumer. Les guerres, les conquêtes, les fanatismes ont avalé des pans entiers de mémoire. Ce qui nous manque n'est pas seulement perdu par hasard. Il a souvent été détruit par la main de l'homme. Il existe aussi des vides géographiques. La majorité de la planète reste inexplorée archéologiquement. Les jungles d'Amazonie, longtemps considérées comme hostiles à toute société complexe, révèlent peu à peu, grâce au lidar, des cités enfouies sous la végétation. Des routes, des canaux, des places géométriques émergent de la canopée, témoignant d'un monde organisé dont nous ignorions l'existence. Combien d'autres cités dorment encore sous la jungle, invisibles au regard? Les océans constituent le plus vaste de ces vides. Près de 70% de la Terre est recouverte par les eaux, et une grande partie des civilisations anciennes vivaient sur les côtes. Lorsque les mers sont montées, après la dernière glaciation, elles ont englouti des rivages entiers, emportant avec elles des villages, des ports, peut-être des cités. Sous les vagues dorment des archives immenses, mais presque inaccessibles. Moins de 20% des fonds marins ont été cartographiés en détail. Chaque plongée révèle des épaves, des ruines, mais laisse imaginer des mondes entiers encore invisibles.
Ces vides ne sont pas seulement spatiaux, ils sont aussi temporels. Entre certaines époques, il existe des coupures, des fossés difficiles à combler. Entre la fin des chasseurs-cueilleurs et l'apparition soudaine de sociétés bâtisseuses comme à Göbekli Tepe, un trou demeure. Comment expliquer que des hommes supposés primitifs aient pu ériger des colonnes monumentales, décorées de reliefs raffinés, sans traces de phases intermédiaires? Où sont les étapes manquantes, les expériences préalables, les villages et que les flèches qui auraient préparé une telle œuvre? Ces absences laissant penser qu'une partie du récit nous échappe. Les archéologues eux-mêmes parlent parfois de cultures fantômes. Ce sont des civilisations dont nous voyons l'influence, mais dont nous n'avons pas retrouvé les vestiges. Nous percevons leur empreinte dans les traditions, dans l'art, dans les échanges, mais leurs cités et leurs monuments restent introuvables. Comme des silhouettes effacées, elles laissent deviner un monde plus vaste que celui que nous croyons connaître. Les vides se manifestent aussi dans les écritures. De nombreux systèmes restent indéchiffrés. Le linéaire A, crétois, les symboles de la vallée de l'Indus, les glyphes d'Olmec. Derrière ces signes muets se trouvent peut-être des chroniques entières, des mémoires d'âges révolus. Tant que nous ne les comprenons pas, ces civilisations demeurent des commères des énigmes. Nous savons qu'elles ont existé, mais leur voix reste inaccessible. C'est comme si le temps avait effacé la clé, nous laissant face à un langage fossilisé. Ces grands vides créent un effet étrange, ils transforment l'histoire en un archipel. Nous voyons les îlots, Égypte, Mésopotamie, Grèce, Chine, mais nous ignorons ce qui relie ces terres émergées. Entre elles, des océans de silence. Peut-être y avait-il d'autres continents culturels disparus avant d'avoir laissé des traces durables. Peut-être que ce que nous appelons le début n'est qu'un fragment sauvé d'un monde beaucoup plus ancien. L'archéologie elle-même reconnaît cette fragilité. Chaque découverte peut bouleverser la chronologie. Göbekli Tepe a repoussé l'origine des architectures monumentales de plusieurs millénaires. Les cités d'Amazonie réécrivent notre vision des sociétés précolombiennes. Chaque fouille ajoute une pièce au puzzle, mais révèle aussi l'immensité de ce qui manque. Plus nous découvrons, plus le vide grandit, comme si chaque réponse ouvrait de nouvelles absences. Ces absences nous rappellent que la mémoire humaine est sélective. Nous croyons connaître notre passé, mais ce que nous savons n'est qu'une mince couche. Sous cette surface, des mondes entiers dorment encore. Les vides de l'archéologie ne sont pas des erreurs, ils sont les témoins de notre ignorance des zones où l'imagination s'engouffre, où les mythes trouvent racine. Car là où la science n'a pas encore de preuves, les récits anciens persistent, rappelant peut-être des mémoires effacées. Dans ces silences, il est possible d'entrevoir l'ombre d'une autre histoire. Une histoire où des civilisations ont fleuri avant d'être oubliées, où des savoirs se sont transmis puis perdus, où les ruines que nous connaissons ne sont que les restes visibles d'un continent invisible. Les grands vides de l'archéologie ne sont pas seulement un manque, ils sont une invitation. Ils nous incitent à chercher, à imaginer, à admettre que l'histoire est incomplète, et que derrière chaque silence se cache peut-être le souvenir d'un monde que nous avons oublié. Depuis toujours, les hommes lèvent les yeux vers la nuit étoilée. Dans ce ciel infini, ils ont vu des dieux, des présages, des routes invisibles. Mais parfois, ce qui frappe dans leurs œuvres, ce n'est pas seulement la poésie des étoiles, c'est la précision avec laquelle ils ont su les enregistrer. Alignement astronomique, carte du ciel gravée dans la pierre, monuments orientés selon les cycles solaires et stellaires. Autant de traces troublantes qui laissent penser que des savoirs bien plus anciens qu'on ne l'imagine ont guidé nos ancêtres. Derrière ces traces se dessine l'hypothèse que le ciel a longtemps servi de livre, de mémoire, et que certains bâtisseurs connaissaient ses secrets avec une exactitude qui surprend encore. À Gizeh, les 3 grandes pyramides s'élèvent comme une énigme figée dans la pierre. Leur disposition sur le plateau évoque la ceinture d'Orion, constellation vénérée par les anciens Égyptiens. L'alignement n'est pas parfait, mais la ressemblance est troublante. Certains chercheurs suggèrent que ces monuments furent conçus pour refléter le ciel sur la terre, comme si le pharaon voulait inscrire son royaume dans le cosmos. D'autres soulignent que le puits descendant de la grande pyramide pointe vers l'étoile Alpha Draconis, qui marquait l'étoile polaire à l'époque de sa construction. Cette précision astronomique suppose non seulement une observation attentive, mais aussi une volonté symbolique, relier la mort et la résurrection du roi aux cycles immuables des étoiles. Bien loin de l'Égypte, à Chichen Itza, la pyramide de Kukulkan incarne une autre lecture du ciel. Lors des équinoxes, l'ombre projetée par ces marches dessine l'image d'un serpent ondulant qui descend de la cime jusqu'au sol.
Ce jeu d'ombre et de lumière, pensé avec exactitude, marque le passage du Soleil dans son cycle annuel. Ce n'est pas une simple coïncidence architecturale, c'est une mise en scène cosmique, un théâtre de pierre qui inscrit le mouvement céleste dans le quotidien des hommes. Les Mayas, grands astronomes, observaient encore les éclipses, les trajectoires planétaires et composaient leur calendrier avec une précision qui rivalise avec la nôtre. En Grande-Bretagne, le cercle de Stonehenge semble être une autre de ces machines célestes. Ces pierres, disposées en cercle et en alignement, marquent le lever du soleil au solstice d'été et son coucher au solstice d'hiver. Les archéologues s'accordent à voir là un observatoire rudimentaire, un lieu où le temps solaire pouvait être mesuré, où l'on suivait le rythme des saisons. Mais la question demeure. Pourquoi ces bâtisseurs, à une époque sans écriture, sans métal, auraient-ils investi tant d'efforts dans un tel monument ? Était-ce seulement pour compter les jours ou pour s'assurer que leur vie Wansi restait lisse en pied au grand cycle du ciel ? Ces alignements ne se limitent pas à quelques monuments célèbres. Partout dans le monde, des sites mégalithiques ou monumentaux montrent la même obsession pour l'orientation cosmique. À Nabta Playa, dans le désert d'Égypte, un cercle de pierre vieux de 7000 ans est aligné sur le solstice d'été et sur certaines étoiles de la Voie lactée. Au Pérou, les lignes de Nazca, ces immenses géoglyphes tracés dans le désert, semblent indiquer non seulement des figures animales, mais aussi des repères astronomiques. Les temples d'Angkor, au Cambodge, sont alignés avec les constellations, reproduisant la disposition du ciel dans leur plan terrestre. Chaque fois, la même idée. Inscrire la société humaine dans le rythme céleste. Ce qui intrigue, ce n'est pas seulement la répétition du motif, c'est la précision. Les anciens observaient le ciel avec une acuité telle qu'ils s'avèrent anticiper les solstices, les éclipses, parfois même les cycles planétaires. Sans télescope, sans instruments modernes, ils traçaient des calendriers plus justes que ceux que l'Europe médiévale utiliserait des millénaires plus tard. Cette connaissance, d'où venait-elle ? Était-elle le fruit d'une longue observation patiente, transmise de génération en génération, ou bien l'héritage d'un savoir plus ancien, issu d'une tradition disparue ? Les cartes du ciel apportent elles aussi leur lot de mystères. En Chine, le disque de Nebra, daté de 1600 avant notre ère, représente le Soleil, la Lune, les étoiles, avec une précision inattendue. Découvert en Allemagne, ce disque de bronze incrusté d'or témoigne d'un savoir astronomique avancé en Europe centrale à une époque où l'on pensait ces peuples bien plus rudimentaires. Il ne s'agit pas d'une simple décoration. C'est une carte du ciel, un instrument rituel et scientifique à la fois. De même, certaines peintures rupestres, comme celle de Lascaux en France, semblent représenter des constellations. Les alignements de points associés aux figures animales pourraient être des représentations du ciel paléolithique, vieille de 17 000 ans. Si cette interprétation est juste, cela signifie que des chasseurs-cueilleurs, bien avant l'invention de l'agriculture, observaient déjà le ciel avec attention, y cherchant des repères, peut-être des cycles vitaux liés aux migrations ou aux saisons. Le ciel est aussi gravé dans les mythes. Les Grecs voyant dans les constellations des histoires de dieux et de héros. Les Polynésiens lisaient pendant les étoiles des routes maritimes, leur permettant de naviguer à travers l'océan sans carte. Les Dogons du Mali connaissent depuis des siècles l'existence de Sirius B, une étoile invisible à l'œil nu, découverte par les astronomes modernes seulement au XIXe siècle. Ce savoir, disent-ils, leur fut transmis par des ancêtres ou des êtres venus d'ailleurs. Faut-il y voir une coïncidence, une transmission indirecte ou la trace d'une mémoire plus profonde, antérieure aux sciences modernes ? Ces traces dans le ciel posent une question fondamentale. Pourquoi tant de civilisations ont-elles investi tant d'efforts pour inscrire leurs monuments, leurs récits, leur vie dans les mouvements des étoiles ? Était-ce seulement pour mesurer le temps, organiser les récoltes, célébrer les saisons ? Ou bien y avait-il, derrière cette quête, le souvenir d'un enseignement ancien, une obsession héritée d'un âge révolu où le ciel avait une signification plus concrète encore ? Le ciel, dans sa constance, est peut-être le plus ancien livre de l'humanité. Ses cycles immuables permettent de transmettre un savoir au-delà des générations, au-delà des catastrophes. Même si les civilisations s'effondrent, les étoiles reviennent chaque nuit, inscrivant leur message dans le noir. Peut-être est-ce pour cela que les bâtisseurs les ont gravés dans leurs temples et leurs pierres, pour que même dans l'oubli, ce savoir survive. Aujourd'hui, nous voyons dans le ciel une immensité scientifique, un univers en expansion. Mais les anciens
y voyait un miroir, une mémoire, une carte où se reflétait le destin des hommes. Et dans ces alignements anciens, dans ces cartes gravées, persiste l'impression que nous ne faisons que redécouvrir des savoirs qui furent connus bien avant nous, puis effacés. La science aime les certitudes, mais elle avance aussi dans l'incertitude, dans ces zones d'ombre où les faits ne suffisent pas à clore le débat. L'histoire de l'humanité est jalonnée de découvertes qui ont renversé des évidences. L'âge des pyramides, l'ancienneté de l'art rupestre, l'apparition de l'agriculture. Chaque fois, les certitudes se sont déplacées, laissant entrevoir que notre savoir repose sur des bases fragiles. C'est dans ce contexte qu'est née une hypothèse troublante, celle de l'Anthropocène oublié. Une idée qui suggère que nous ne serions peut-être pas la première civilisation industrielle de la Terre. Le terme « Anthropocène » désigne notre époque où l'activité humaine laisse une empreinte mesurable dans les couches géologiques. Nos villes, nos plastiques, nos gaz à effet de serre, nos radiations, tout cela deviendra dans des millions d'années une signature chimique. Mais si une autre civilisation avant nous avait suivi un parcours similaire, serions-nous capables de la détecter ? En 2018, deux chercheurs, Gavin Schmidt et Adam Frank, publièrent un article explorant ce paradoxe. Ils l'appelèrent la Silurian Hypothesis, en référence à une ancienne race imaginaire de reptiles intelligents inventée par la science-fiction. Leur question était simple. Que resterait-il de nous dans 10 millions d'années ? Et si une autre humanité avait existé avant, aurions-nous la moindre chance de le savoir ? La réponse qu'ils proposaient était troublante. Presque rien ne survivrait. Les villes s'effondreraient, les métaux se corroderaient, les monuments se dissoudraient. En quelques centaines de milliers d'années, la quasi-totalité des traces visibles aurait disparu. Seules subsisteraient des anomalies chimiques, des concentrations inhabituelles de carbone, des isotopes artificiels, des microplastiques fossilisés dans les sédiments. Autrement dit, l'histoire de notre civilisation pourrait, dans le futur, se réduire à une mince couche dans les archives géologiques. Et si cela était vrai pour nous, pourquoi cela n'aurait-il pas été vrai pour d'autres ? Cette hypothèse ne prétend pas prouver l'existence de civilisations anciennes, mais elle met en lumière une difficulté. L'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Le temps géologique est un immense broyeur. Les continents dérivent, les montagnes s'élèvent et s'effondrent, les océans recouvrent et effacent. En quelques millions d'années, une civilisation entière pourrait disparaître sans laisser d'artefacts reconnaissables. Nous ne trouverions que des indices indirects, difficiles à distinguer, de phénomènes naturels. Certains chercheurs ont tenté de lire ces indices. Les concentrations de carbone mesurées dans certaines périodes géologiques rappellent celles que nous produisons aujourd'hui. Les extinctions massives, comme celle du Permien ou du Crétacé, montrent des bouleversements brutaux du climat et de l'écosystème. Ces événements peuvent être naturels, liés à des éruptions volcaniques ou des impacts d'astéroïdes. Mais certains s'interrogent, et si, dans ces bouleversements, il y avait aussi l'ombre d'une activité industrielle disparue, l'empreinte d'un anthropocène oublié, la science officielle reste prudente. Les hypothèses extraordinaires demandent fréquemment des preuves solides. Pourtant, l'idée séduit car elle relie deux intuitions. D'une part, la fragilité de notre propre monde, et d'autre part, l'impression persistante que nous ne sommes peut-être pas les premiers. Elle ouvre un espace de doute, une brèche dans la certitude linéaire de l'histoire. Le ciel étoilé ajoute sa part de mystère. Lorsque nous cherchons des civilisations extraterrestres, nous imaginons qu'elles pourraient laisser des traces technologiques, des signaux, des structures mégascopiques. Mais si nous peinons à détecter une civilisation hypothétique sur Terre, comment espérer reconnaître celle qui aurait existé ailleurs, dans l'espace ? L'Anthropocène oublié devient alors une leçon d'humilité. Il nous rappelle que la détection du passé, comme celle du cosmos, est toujours limitée par nos outils, nos biais, nos attentes. Les mythes viennent nourrir ce questionnement. Le souvenir d'âges révolus, de mondes effacés par les eaux ou le feu, pourrait être interprété comme la mémoire déformée d'un anthropocène ancien. Des civilisations cycliques, effacées les unes après les autres, chacune laissant une empreinte fugace dans le sol et une trace durable dans les récits. Peut-être que les légendes d'Atlantide, de Mu, de civilisations englouties, ne sont pas seulement des fables, mais des souvenirs d'âge, où l'homme ou un autre être pensant avait atteint un sommet avant de s'effondrer. L'hypothèse d'un anthropocène oublié ne repose pas sur la certitude, mais sur le vertige. Elle nous invite à contempler notre fragilité. Notre monde, aussi vaste qu'il nous paraît, pourrait n'être qu'un épisode dans la longue mémoire de la Terre.
Si une autre civilisation a existé, nous n'avons peut-être retrouvé que des échos, anomalies géologiques, pierres impossibles, mythes persistants. Et dans ces échos, il y a une leçon. Tout ce que nous construisons, croyant le rendre éternel, peut disparaître, effacé par le temps. Ce vertige conduit à une question plus intime. Si d'autres civilisations ont précédé la nôtre, pourquoi ont-elles disparu ? Ont-elles épuisé leurs ressources, détruit leur environnement ou ont-elles été balayées par des forces cosmiques incontrôlables ? Et si leur fin ressemble à celle que nous redoutons aujourd'hui, sommes-nous en train de rejouer le même cycle, de répéter une histoire qui ne nous appartient pas entièrement ? La science hésite, car elle avance entre preuves et incertitudes. Mais dans cette hésitation se trouve une vérité silencieuse. Nous ne savons pas tout, et peut-être ne saurons-nous jamais. Le passé comme l'avenir reste voilé. L'Anthropocène oublié n'est pas une certitude, mais une possibilité. Une possibilité qui nous invite à regarder la Terre autrement, non pas comme un théâtre où nous serions les premiers acteurs, mais comme une scène ancienne où d'autres ont peut-être joué avant nous, avant d'être effacés par le rideau du temps. Avant que les hommes n'inventent l'écriture telle que nous la connaissons, ils gravaient déjà des signes, des marques sur la pierre, des lignes tracées dans la terre, des motifs répétés sur les poteries. Ces symboles sont plus anciens que les alphabets, plus vastes que les langues. Ils se retrouvent naissant d'un continent à l'autre, séparés par des milliers de kilomètres et des millénaires, comme si un langage invisible s'était propagé à travers le monde. Derrière ces signes, il y a peut-être une mémoire plus ancienne encore, une écriture avant l'écriture. Les grottes ornées d'Europe, comme celles de Lascaux ou de Chauvet, sont connues pour leurs animaux majestueux, peints il y a plus de 15 000 ans. Mais à côté des chevaux, des bisons, des lions, on remarque aussi des signes, points, traits, chevrons, spirales. Certains chercheurs comme Geneviève von Petzinger ont recensé plus de 30 motifs récurrents dans ces grottes. On les retrouve de la France à l'Espagne, mais aussi en Afrique, en Australie et jusque dans les Amériques. Cette répétition suggère un système de communication symbolique, peut-être un proto-langage visuel. Ces signes, trop abstraits pour être de simples décorations, pourraient se représenter des concepts, des idées, des calendriers. Ils forment une mémoire muette, une écriture dont nous avons perdu le sens. À Göbekli Tepe, en Turquie, des colonnes monumentales vieilles de 11 000 ans sont couvertes de reliefs, animaux, bras zéro, symboles géométriques. Certaines figures se répètent comme si elles répondaient à un code. Ce site, antérieur à l'agriculture, bouleverse notre vision de l'histoire. Il montre que des chasseurs-cueilleurs pouvaient déjà ériger des temples et développer un langage symbolique complexe. Ce n'était pas l'économie qui aurait créé la culture, mais peut-être l'inverse. Une quête spirituelle, une mémoire codée, aurait précédé et guidé l'organisation sociale. Les symboles récurrents apparaissent aussi dans la vallée de l'Indus. L'écriture de cette civilisation, gravée sur des sceaux en stéatite, reste indéchiffrée. Elle se compose de motifs stylisés, animaux, signes géométriques, combinaisons énigmatiques. Bien que datée de plus de 4000 ans, elle n'a pas encore livré son secret. Certains pensent qu'il s'agit d'une langue complète, d'autres d'un système de symboles économiques ou rituels. Mais le fait qu'elle demeure muette, malgré les efforts des linguistes, renforce l'impression d'un langage oublié, peut-être hérité d'une tradition encore plus ancienne. En Europe, avant les alphabets, des cultures néolithiques utilisaient elles aussi des symboles gravés. Les signes de Vinča découverts dans les Balkans datent de 6000 à 5000 avant notre ère. Ces petites tablettes d'argile portent des symboles qui ne correspondent à aucun alphabet connu. Certains les considèrent comme de simples marques décoratives, d'autres comme une forme d'écriture primitive antérieure à Sumer. Si c'est vrai, cela bouleverserait l'idée que l'écriture est née en Mésopotamie. Peut-être qu'elle est apparue plusieurs fois en différents lieux ou qu'elle descend d'une source plus ancienne encore. Ces répétitions de motifs intriguent. Spirales, croix, cercles, figures en forme de losange apparaissent dans les pétroglyphes de cultures très éloignées. On les trouve en Irlande, sur les pierres de Newgrange, mais aussi dans le désert de l'Arizona, dans les Andes, en Australie. Ces symboles universels pourraient en être liés à des expériences humaines fondamentales, le cycle solaire, les saisons, la naissance, la mort, mais certains suggèrent une autre possibilité, un langage universel transmis d'âge en âge dont nous n'avons gardé que les fragments. Les mythes confirment parfois cette intuition. Dans plusieurs traditions, on évoque une écriture primordiale, perdue après un cataclysme. Les Égyptiens parlaient ainsi des paroles de Thoth,
le dieu de l'écriture, que les hommes auraient mal utilisé et dont une partie aurait été cachée. Dans l'Inde ancienne, on raconte que l'écriture fut donnée par les dieux, mais que les premiers signes appartenaient à des âges précédents. Les Grecs, eux, se souvenaient d'un temps où les dieux enseignaient aux hommes des symboles mystérieux que seuls les initiés pouvaient comprendre. Certains archéologues parlent d'un archétype visuel inscrit dans l'esprit humain. Les spirales, ça par exemple, pourraient représenter le soleil ou l'écoulement du temps. Les cercles, l'unité et l'éternel retour. Mais le fait que ces motifs apparaissent dans des cultures séparées par des océans nourrit le doute. Est-ce une simple coïncidence ou la trace d'un langage commun hérité d'une humanité antérieure dont nous avons perdu la mémoire ? Les symboles récurrents ne sont pas seulement des énigmes esthétiques, ils pourraient en être des outils de transmission. Là où l'écriture alphabétique fixe des mots, ces signes pourraient en fixer des idées, des visions, des cartes mentales. Ils étaient peut-être utilisés pour marquer le temps, pour enregistrer les cycles lunaires et solaires, pour raconter des histoires à travers un code visuel. Certains pétroglyphes montrent des constellations, des éclipses, des trajectoires d'étoiles. L'écriture avant l'écriture était peut-être d'abord une astronomie gravée. La question la plus troublante est celle de la continuité. Pourquoi retrouve-t-on les mêmes motifs à travers les âges et les continents ? Ont-ils été inventés indépendamment ou transmis à travers un réseau de cultures plus ancien que ce que nous connaissons ? Si la seconde hypothèse est vraie, cela suggère l'existence d'une tradition antédiluvienne, d'un savoir qui aurait traversé des millénaires avant d'être fragmenté. Ces symboles muets nous confrontent à une limite. Nous les voyons, nous les classons, mais nous ne les comprenons pas. Ils forment un langage fossilisé dont nous avons perdu la clé. Peut-être que, dans ce silence, ils accomplissent encore leur fonction, rappeler l'existence d'un monde oublié, d'une mémoire antérieure. Ils témoignent du désir humain de transmettre au-delà de l'oubli, d'inscrire dans la pierre un message adressé à ceux qui viendront après. Mais à nous, il ne reste que l'énigme. L'écriture avant l'écriture ne se lit pas comme un texte, mais comme une vibration. Elle nous dit que l'histoire humaine est plus ancienne que nous le pensons, que nos ancêtres portaient déjà en eux un langage universel. Dans les spirales, dans les chevrons, dans les cercles gravés, se cache peut-être le souvenir d'un âge oublié, celui où la mémoire n'était pas encore des mots, mais des symboles récurrents gravés dans la matière. Sous nos pieds s'étend un monde invisible. Les couches de terre, de roches, de sédiments recouvrent les traces de milliers d'années d'histoire, empilées les unes sur les autres comme les pages d'un livre scellé. L'archéologie ne gratte que la surface, explorant les ruines à peine enfouies. Mais que se cache-t-il plus profondément, dans ces zones où l'homme ne creuse presque jamais ? Certains indices laissent entrevoir la possibilité de civilisations fantômes, des mondes ensevelis qui n'existent plus que dans l'obscurité des profondeurs terrestres. Les villes modernes montrent déjà comment cela est possible. À Rome, chaque nouvelle construction révèle des couches superposées, forums antiques, fondations étrusques, caves médiévales. Le sol est une archive, chaque époque enterrant la précédente. Mais que se passe-t-il quand des millénaires ou des dizaines de millénaires recouvrent une société entière ? Le poids du temps comprime les ruines, les transforme en roches, les rend méconnaissables. Ce qui fut ville devient couche géologique, fragment minéral parmi d'autres. Les mythes évoquent parfois ces profondeurs. Les Grecs parlaient peu des mondes souterrains, royaumes des morts où reposaient eux des civilisations disparues. Les Mayas imaginaient Xibalba, un univers enfoui, labyrinthique, où vivaient des êtres anciens. Dans de nombreuses traditions, la Terre cache sous son écorce des mondes perdus, parfois habités, parfois pétrifiés. Ces récits, souvent symboliques, pourraient aussi être des intuitions, l'idée que le sol conserve des mémoires plus anciennes que celles que nous connaissons. Certaines découvertes archéologiques alimentent ce soupçon. Dans la région de Derinkuyu, en Turquie, s'ouvre un réseau de cités souterraines capables d'abriter des milliers de personnes. Galeries, puits d'aération, entrepôts, une véritable ville enfouie, conçue pour durer. Son origine reste incertaine. On l'attribue aux Phrygiens ou aux premiers sang chrétiens, mais certains indices suggèrent des phases beaucoup plus anciennes. Quoi qu'il en soit, elle montre qu'une civilisation entière peut se cacher sous la surface protégée du temps. D'autres structures souterraines intriguent. Les hypogées de Malte, vastes complexes creusés dans la roche, datés de plus de 5000 ans, sont à la fois temples et nécropoles. Leurs galeries résonnent d'étranges propriétés acoustiques, comme si elles avaient été conçues pour amplifier des chants ou des rituels.
Ces lieux, perdus dans l'obscurité, témoignent d'un savoir et d'un usage du souterrain qui dépasse la simple utilité. Ils révèlent une vision cosmique où la profondeur terrestre devenait un sanctuaire, peut-être un pont vers une mémoire plus ancienne. Mais ce ne sont là que des fragments visibles. Les civilisations fantômes évoquées par certains chercheurs se situeraient bien plus bas dans des couches inexplorées. Si une humanité ou une société avancée avait existé il y a plusieurs millions d'années, ces cités seraient aujourd'hui à des centaines de mètres de profondeur. Les continents, en mouvement constant, auraient enfoui et broyé leurs vestiges. Les traces visibles ne seraient tant plus des bâtiments, mais des anomalies géologiques, des concentrations minérales, des objets fossilisés. La science officielle reconnaît cette possibilité d'un effacement complet. Les géologues savent que le temps est un broyeur impitoyable. Les plaques tectoniques engloutissent les continents, recyclant la croûte terrestre. Les volcans recouvrent les paysages, les séismes brisent les monuments. Une civilisation antédiluvienne pourrait avoir existé, puis avoir été réduite en poussière, intégrée dans le cycle des roches. Ce qu'il en resterait ressemblerait à des indices dispersés, presque impossibles à interpréter. Pourtant, des anomalies persistent. Dans certaines mines profondes, on raconte la découverte de motifs étranges, de marques dans la roche qui semblent artificielles. Les récits d'artefacts anachroniques, outils, métaux, structures, trouvés dans des couches trop anciennes pour les contenir, nourrissent l'imaginaire. La plupart sont contestés, qualifiés d'erreur ou de fraude, mais leur accumulation au fil du temps alimente l'idée qu'il existe un passé que nous n'avons pas encore su déchiffrer. Les civilisations fantômes ne sont pas seulement matérielles, elles peuvent aussi être des mémoires génétiques. Certains chercheurs explorent dans l'idée que des traces d'anciens savoirs pourraient subsister dans nos mythes, dans nos instincts, peut-être même dans notre ADN, comme si la mémoire de sociétés disparues s'était inscrite dans nos gènes, transmise silencieusement à travers les générations. Les rêves de mondes souterrains, les obsessions pour les labyrinthes pourraient en être les échos de ces mémoires enfouies. L'idée d'un monde souterrain n'appartient pas seulement aux mythes anciens, elle persiste dans l'imaginaire moderne. Des récits d'explorateurs évoquent à l'avant des cavernes immenses, des réseaux interminables sous les continents. Certains parlent de royaumes intérieurs, de cités perdues dans la terre creuse. La science rejette ces visions comme des légendes, mais leur récurrence intrigue. Pourquoi l'humanité, depuis toujours, associe-t-elle le souterrain à des mondes cachés, à des civilisations perdues ? Peut-être parce que, intuitivement, nous savons que le sol conserve tout. Chaque pas dépose une trace, chaque ruine finit par être recouverte. Le monde souterrain est un immense coffre-fort où le passé se dépose, couche après couche. Mais nous n'en avons exploré qu'une infime partie. L'archéologie se limite souvent au premier mètre. En dessous commence un monde que nous ne connaissons presque pas. Les civilisations fantômes des profondeurs terrestres sont peut-être réelles, peut-être symboliques. Elles peuvent être des sociétés disparues, ensevelies par le temps, ou bien des archétypes universels inscrits dans l'esprit humain. Mais dans les deux cas, elles posent constamment la même question. Que cache la Terre sous nos pieds ? Quel monde oublié repose dans ce portail dans l'obscurité, attendant d'être révélé par un hasard, une fouille, une fracture du sol ? Le silence des profondeurs est total, mais parfois ce silence est rompu par un écho. Une galerie souterraine découverte par hasard, une structure gravée dans la roche, une anomalie dans les couches géologiques. Ces échos ne suffisent pas à écrire une autre histoire, mais ils rappellent qu'il existe des mémoires invisibles, enterrées sous la surface du monde, et que, peut-être, les civilisations fantômes sont toujours là, dormantes, dissimulées dans les profondeurs terrestres. L'histoire humaine se décrit souvent comme une progression unique, un chemin qui mène des premiers outils de pierre aux satellites en orbite. Mais lorsque l'on contemple les ruines, les mythes, les anomalies qui jalonnent notre mémoire, une autre possibilité surgit. Et si nous n'étions pas une première fois, mais une réécriture ? Si ce que nous appelons civilisation n'était que la reprise d'un récit déjà écrit, effacé puis recommencé sous une autre forme ? Cette idée, troublante, repose sur une évidence discrète. Tout finit par disparaître, mais certaines choses semblent revenir, comme si la mémoire du monde cherchait à se répéter. Les civilisations que nous connaissons ont toutes suivi le même cycle, naissance, apogée, effondrement. Mais au lieu de disparaître complètement, elles laissent des fragments qui influencent les suivantes. Les Grecs héritèrent des Égyptiens, les Romains des Grecs, l'Europe médiévale des Romains. Pourtant, chaque reprise transforme l'original, en efface une partie, en réinvente une autre. C'est une réécriture permanente, un palimpseste où le passé n'est jamais
totalement perdu, mais jamais totalement fidèle non plus. Le palimpseste est une métaphore puissante. Dans l'Antiquité, les scribes réutilisaient des parchemins en effaçant les textes anciens pour écrire par-dessus. Mais souvent, sous les mots nouveaux, on distingue encore les ombres des phrases effacées. L'histoire humaine pourrait être ainsi, sous nos alphabets modernes, nos sciences, nos monuments, persistent les traces d'âges plus anciens, invisibles mais présents. Peut-être que notre civilisation elle-même est construite sur ces vestiges, sans que nous en ayons conscience. Les mythes universels d'âges successifs, de mondes détruits et recréés, suggèrent manquer cette réécriture. Les Mayas parlaient de plusieurs soleils, chacun correspondant à une humanité disparue. Les hindous décrivaient les yugas, cycles cosmiques où l'humanité renaît après chaque chute. Les Grecs imaginaient des âges d'or, d'argent, de bronze et de fer, chaque fois différents mais liés par un fil invisible. Tous ces récits évoquent une mémoire récurrente, l'idée que l'homme n'est pas unique, qu'il est le produit d'une répétition. Les ruines renforcent cette impression. À Göbekli Tepe, des colonnes monumentales furent enterrées volontairement il y a plus de 10 000 ans, comme si l'on avait voulu cacher ou préserver un savoir pour des générations futures. Était-ce une réécriture volontaire, une tentative de transmettre en silence ? À Pompéi, ensevelie sous la cendre, la vie quotidienne fut figée dans son détail le plus intime. Mais ailleurs, des villes entières se sont effacées sans laisser de traces. Chaque disparition est une page déchirée, chaque redécouverte une tentative de recomposer le texte manquant. Les symboles récurrents, gravés dans la pierre depuis la préhistoire, pourraient eux aussi être la marque d'une mémoire répétée. Spirales, cercles, croix, triangles apparaissent dans des cultures séparées par des océans. Est-ce le signe d'une expérience humaine universelle ou la survivance d'un langage très ancien, répété de civilisation en civilisation comme un refrain ? Peut-être que ces symboles étaient là déjà là, gravés dans une mémoire archaïque et qu'ils se réécrivent sans cesse sous de nouvelles formes. L'oubli joue ici un rôle paradoxal. Il détruit, mais il permet aussi la réinvention. Lorsqu'une civilisation s'effondre, elle efface ses savoirs, ses archives, ses monuments. Mais certains fragments survivent, et ceux qui viennent après les interprètent à leur manière. Le savoir n'est pas transmis intact, mais il renaît transformé. C'est ainsi que certaines connaissances semblent apparaître trop tôt dans l'histoire comme des réminiscences d'un âge précédent. L'invention de l'agriculture, l'observation des étoiles, la maîtrise de la pierre monumentale. Peut-être que ces découvertes n'étaient pas des inventions uniques, mais des réécritures de savoirs déjà anciens. Les archéologues trouvent parfois des vides inexplicables, des siècles entiers où il semble ne rien se passer, puis soudain une avancée spectaculaire comme si le savoir surgissait de nulle part. Entre les chasseurs-cueilleurs et Göbekli Tepe, il y a ce vide immense rempli par un monument inexplicable. Entre la disparition de certaines cultures et l'apparition de nouvelles, il y a des trous que rien ne comble. Ces trous ressemblent à des coupures dans un manuscrit où des pages entières manquent. Peut-être parce qu'elles furent effacées, ou peut-être parce que nous sommes la réécriture d'une histoire dont l'original a été perdu. Si nous sommes une réécriture, cela pose une autre question. Qui écrit et pourquoi ? Est-ce le temps lui-même, imposant ses cycles d'effondrement et de renaissance ? Est-ce la nature qui détruit et conserve quelques fragments pour inspirer les générations suivantes ? Ou bien y a-t-il une mémoire plus profonde, inscrite dans l'humanité, qui se répète malgré elle ? Les mythes, les symboles, les architectures récurrentes pourraient en être les lettres de ce texte invisible que nous continuons de recopier. L'oubli alors devient un maître silencieux. Il nous enseigne par ce qu'il efface. Il nous oblige à recréer, à réinventer, à chercher. Chaque perte est une invitation à recommencer autrement. Peut-être que les civilisations antérieures se sont effondrées parce qu'elles avaient atteint une limite, et que leur disparition fut nécessaire pour permettre une réécriture différente. Ce que nous appelons progrès n'est peut-être qu'une variation, une nouvelle lecture d'un vieux récit. L'idée que nous sommes une réécriture change notre rapport au temps. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas forcément uniques, que d'autres avant nous ont pu rêver, bâtir, calculer les étoiles, avant de disparaître. Et que nous, à notre tour, disparaîtrons, laissant derrière nous quelques fragments que d'autres interpréteront. Dans ce cycle, l'oubli est inévitable, mais il n'est pas une fin. Il est une transformation, une leçon silencieuse que le monde se répète, jamais identique, toujours recommencée. Nous croyons avancer, mais peut-être sommes-nous en train de rejouer un texte ancien, dont nous ne percevons que les échos.
Sommes-nous une réécriture? L'oubli en tout cas semble nous le suggérer, car ce que nous perdons, nous le retrouvons parfois, transformé, déguisé, mais persistant. Comme si la mémoire du monde refusait de s'éteindre, et continuait, à travers nous, à écrire encore et encore le même récit. La Terre garde en elle des souvenirs plus anciens que nos civilisations, plus vastes que nos mythes. Chaque roche, chaque strate, chaque océan recèle une part de ce que nous avons oublié. Ce que nous appelons l'histoire n'est peut-être qu'une surface, une pellicule fragile posée sur une mémoire abyssale. Sous nos pieds, dans les profondeurs des océans et des glaces, dans les sédiments et les ruines, persiste un monde caché. Un monde qui ne se montre pas, mais qui murmure parfois à travers des fragments. Cette mémoire enfouie n'est pas seulement celle des hommes, mais celle de la planète elle-même, une archive vivante qui conserve l'empreinte de ce qui fut et de ce qui pourrait revenir. On en trouve les traces dans les pierres, les mégalithes, les pyramides, les murs cyclopéens parlent d'un savoir qui dépasse leur époque. Ces pierres, parfois déplacées et assemblées avec une précision que nos outils modernes peinent à égaler, semblent être des pages d'un livre que nous ne savons plus lire. Leur silence est éloquent. Elles ne se livrent pas de chroniques, elles ne racontent pas d'événements précis, mais elles incarnent une mémoire, celle d'une technique, d'une vision du monde, d'une relation entre l'homme et l'univers. Quand nous les contemplons, nous voyons non seulement ce que les anciens ont fait, mais aussi ce que nous avons perdu. Cette mémoire est aussi inscrite dans les mythes. Les récits d'âges successifs, de déluges, de cataclysmes, d'humanités disparues, persistent à travers toutes les cultures. Ils ressemblent à des souvenirs flous, transmis par-delà le temps. Peut-être qu'ils ne racontent pas des faits au sens strict, mais ils expriment une vérité plus profonde, celle de la fragilité des mondes, de leur effacement récurrent. Dans ces légendes, il y a l'écho de réalités disparues, effacées par l'eau, le feu ou l'oubli. Le mythe, dans sa poésie, conserve une mémoire que les pierres seules ne suffisent pas à préserver. Les océans, eux, sont les plus vastes bibliothèques englouties. Sous leurs eaux se cachent des villes perdues, des temples effacés, des continents submergés. Leurs profondeurs inexplorées contiennent peut-être les traces d'humanité que nous n'imaginons pas. Chaque fois que l'on découvre une cité noyée, comme Thonis Héracléon en Égypte ou un rivage ancien recouvert par la mer du Nord, nous comprenons que la mémoire du monde n'est pas seulement terrestre, elle est liquide, mouvante, cachée sous la surface. L'océan est un archiviste discret, qui conserve ce qu'il a avalé. Mais la mémoire la plus profonde n'est pas seulement matérielle, elle réside dans les cycles. Le temps de la Terre et ses faits de répétition, glaciation et réchauffement, extinction et renaissance, effondrement et renaissance. Chaque cycle efface et recrée. Ce que nous appelons histoire n'est qu'une variation dans un rythme plus ancien, une note dans une symphonie infinie. Cette mémoire cyclique, inscrite dans les strates géologiques, raconte que rien ne dure et que tout revient sous une autre forme. Si des civilisations ont précédé la nôtre, elles sont peut-être déjà fondues dans ce cycle, oubliées comme les étoiles mortes dont la lumière continue pourtant de nous parvenir. Il existe aussi une mémoire invisible, inscrite dans les symboles. Spirale, croix, cercle, alignement d'étoiles, ces motifs se répètent dans les cultures les plus éloignées. Peut-être qu'ils représentent des expériences universelles de l'humanité, mais peut-être aussi qu'ils sont les restes d'un langage très ancien, transmis inconsciemment. La mémoire du monde pourrait être gravée non seulement dans la matière, mais aussi dans l'esprit des hommes, dans leurs rêves, leurs visions, leurs intuitions. Nous portons peut-être en nous des souvenirs que nous ne comprenons plus, hérités d'âges effacés. Les anomalies géologiques, les artefacts impossibles, les empreintes anachroniques sont autant d'échos de cette mémoire enfouie. Ils n'apportent pas de preuves définitives, mais ils dérangent l'ordre établi, rappelant que notre savoir est incomplet. Ces anomalies, ils sont comme des fissures dans un mur. Elles laissent entrevoir un autre monde derrière la façade. Peut-être ne découvrirons-nous jamais la totalité de ce qui se cache, mais ces fissures suffisent à éveiller la conscience que nous marchons sur une histoire incomplète. Dans ce silence enfoui, il y a aussi des leçons. Les civilisations s'élèvent, prospèrent, puis s'effondrent, laissant derrière elles des ruines et des énigmes. Chacune croit être la première, chacune croit être éternelle, mais toutes finissent par disparaître. L'oubli n'est pas seulement une perte, il est une loi. La mémoire du monde n'est pas linéaire, elle est fragmentaire, sélective, parfois cruelle. Pourtant, elle conserve toujours assez pour que les générations suivantes puissent même pressentir ce qui fut. Comme si le monde refusait de tout effacer,
laissant volontairement quelques indices, quelques traces pour rappeler qu'il y eut d'autres avant nous. Cette mémoire enfouie n'est pas toujours accessible. Elle se dévoile rarement par accident, par fouille, par intuition. Mais elle persiste patiente sous nos pas. Elle attend que nous soyons prêts à la lire autrement, non pas comme un récit unique et clos, mais comme un palimpseste aux couches multiples. Chaque découverte archéologique, chaque mythe déchiffré, chaque anomalie mise au jour ajoute une pièce au puzzle, mais ne le complète jamais. Le mystère demeure, car peut-être doit-il demeurer. La mémoire du monde n'est pas un livre ouvert, mais une énigme. Elle se donne par fragments, par bribes, par symboles, et dans ces fragments, il y a une impression persistante. Nous ne sommes pas les premiers, peut-être pas les derniers non plus. Nous sommes une variation, une réécriture, une incarnation parmi d'autres de ce que la Terre conserve et efface. Cette mémoire enfouie nous rappelle que nous marchons toujours sur des traces, visibles ou invisibles, d'âges oubliés, et que l'histoire, telle que nous la connaissons, n'est qu'un chapitre incomplet dans le livre immense de la planète.